Bonjour et bienvenue dans ce grand débat d'Agora-Mag en toute sécurité. Les pouvoirs publics se mobilisent sur les problèmes d'insécurité dans les hôpitaux. Il faut dire qu'il y a des incivilités, des vols, des violences, des dégradations, mais aussi des menaces terroristes qui sont en progression ces dernières années. De nombreuses mesures ont été prises pour contrer cette tendance, notamment des investissements accrus en matériel de sécurité par exemple, mais aussi la sensibilisation du personnel, obligation de créer un plan de sécurisation d'établissement. Pour redresser un état des lieux de cette situation dans les hôpitaux, j'ai fait appel à 3 grands experts de la sécurité. Alors, tout d'abord à ma droite, Arnaud Martin, vous êtes haut fonctionnaire de défense et de sécurité, adjoint des ministères sociaux. À ce titre, vous vous occupez des plans d'action de sécurisation globale. À ma gauche, Vincent Ternoir, vous êtes délégué pour la sécurité globale au ministère de la Santé et vous êtes aussi chargé de l'Observatoire national des violences en milieu de santé. À votre gauche, Arnaud Poupart, vous êtes conseiller pour la sécurité de l'AP-HP, qui est, comme chacun le sait, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui regroupe à peu près 39 hôpitaux, si je ne m'abuse. Alors, je commencerai par vous, Vincent Ternoir. Il ne faut pas dramatiser la situation, mais il y a quand même une montée régulière des incivilités, des violences, des actes de malveillance dans les hôpitaux. Alors, dans le cadre de l'ONVS, nous demandons aux établissements de faire ces signalements qui vont effectivement des incivilités, violences, actes de malveillance. Et l'année dernière, pour les chiffres 2016, dans le cadre du rapport 2017, on était à peu près à 18 000 signalements. Donc, on demande aux établissements de prendre en compte ces signalements pour justement après mettre en place des politiques de prévention ou de lutte contre ce type d'incivilité, ce qui nous permet d'analyser dans quelles structures elles ont lieu et à quel niveau. C'est une démarche volontaire des établissements et même du personnel, c'est ça? Oui, elle ne peut être que volontaire parce que de toute façon, c'est en local que doit se régler la situation. Paris peut impulser, on peut donner des directives à la rigueur, des aides pour lutter contre ça, mais c'est en local que doit être faite cette lutte contre les violences et les incivilités. Et effectivement, à partir de formation, à partir de réactions, de soutien juridique, psychologique et pénal. Et alors, quelles sont les tendances, quels sont les faits qui ressortent de ces actes? Alors, on a une échelle de valeur, de gravité en matière d'atteinte, parce qu'on a des atteintes aux personnes, des atteintes aux biens. Donc, on a une échelle de 1 à 4 en matière de personnes, et c'est l'échelle 3, donc c'est les violences volontaires qui sont les plus importantes, qui sont à peu près à 50%. Mais en fait, quand on analyse ces violences et que l'on voit et qu'on regarde ces niveaux, tout ce qui est incivilité verbale, agressivité, donc sont à 33%. Mais dans le cadre du nombre, elles dépassent presque les violences volontaires. Parce que de toute façon, elles sont toujours accompagnées, ces violences volontaires sont toujours accompagnées et de menaces et d'incivilité. Donc ça, c'est quand même assez... ce qui montre un climat quand même assez tendu parfois. Vous le constatez aussi, Arnaud Poupart, dans la capitale, c'est ce climat tendu? Alors effectivement, puisqu'on participe à l'alimentation de la plateforme de l'ONVS, donc effectivement on peut faire nous localement les mêmes statistiques qu'au niveau national et on constate effectivement que dans certains services, les patients, les soignants sont plus particulièrement touchés. Ça peut être par exemple le cas des urgences. Il y a une explication quand même tout de même, c'est que la charge émotionnelle aux urgences, elle est toujours très élevée par les familles autour des proches qui peuvent être hospitalisés. Et donc forcément, parfois, il peut se créer des incompréhensions qui génèrent des tensions, que ce soit des violences verbales ou des violences physiques. Et il s'agit après pour nous, une fois qu'on a analysé ces sujets, et pas forcément plus en surface, mais en analyser les causes profondes, on peut mettre en place des mesures correctives qui peuvent être de 2 ordres, de la sécurité ou même de la prise en charge. C'est-à-dire que la manière dont on va prendre en charge un patient, les accompagnants, fait évoluer les signalements au NVS, les signalements que font les soignants auprès de nous. Sachant qu'on ne peut pas faire de statistiques précises sur l'évolution à la hausse ou à la baisse, même si on est au courant, parce que malheureusement, on n'est pas exhaustif. Voilà. Oui. Donc on relativise toujours les chiffres à la hausse ou à la baisse. Voilà. Alors Arnaud Martin, la situation est quand même tendue, on l'a dit. Les pouvoirs publics ont pris des mesures, avec notamment un plan interministériel en 2016. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes? Alors pour prendre en compte le contexte de menaces terroristes et
comme cela vient d'être précisé, la problématique des violences et des incivilités. Effectivement, le ministère des Solidarités et de la Santé, avec le ministère de l'Intérieur, a mis en place une démarche qui se veut globale. Alors, cette démarche repose sur la prise en compte des problématiques de sécurité par les établissements. Quand on parle de démarche globale, c'est-à-dire aussi bien la sécurité physique de l'établissement que la sécurité numérique, les problématiques, les risques de radicalisation, et de voir comment, au niveau de l'établissement, dans son contexte et en local, on peut répondre à ces sujets. Alors, il a été décidé de créer un PSE pour chaque établissement. Alors, qu'est-ce que c'est un PSE? Alors, un plan de sécurisation d'établissement, comme dans toutes les structures, on part d'une analyse des risques, et à partir de cette analyse des risques, dans un environnement particulier, comme celui de la PHP pour la région parisienne par exemple, eh bien, l'idée est d'améliorer la sécurité de l'établissement dans une démarche, une montée en puissance qui va se faire sur plusieurs années, car on est bien conscient que toute démarche de sécurité eh bien, s'inscrit dans la continuité. Cette démarche se fait avec les acteurs locaux, et nous avons demandé à chaque établissement de se rapprocher du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, pour pouvoir travailler en local avec l'ensemble des pouvoirs publics. Et alors, ces PSE ont été créés en 2016, je crois, donc ils sont déjà présents dans tous les établissements de soins, c'est effectif? C'était l'objectif de 2017, de commencer à travailler dans chaque établissement sur l'élaboration de ce plan de sécurisation. Compte tenu du nombre d'établissements, il y a 3500 établissements, une hétérogénéité des situations. Oui. Ce travail est loin d'être terminé, mais on peut considérer que les ébauches ont été faites pour certains établissements et que certains PSE sont quasiment finalisés. Maintenant, comme toute démarche de sécurité, annuellement, il sera nécessaire de mettre à jour ce dispositif, ne serait-ce que pour prendre en compte les nouveaux dispositifs qui ont été mis en place. Alors Arnaud Poupart, un aspect de ce plan interministériel, ça a été, je crois, une coordination plus poussée avec les forces de l'ordre. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile de faire dialoguer du personnel soignant ou du personnel hospitalier avec les forces de l'ordre? Alors, là, effectivement, les PSE incluent une partie de partenariat, parce que la sécurité, elle est faite en temps normal, en temps de crise et en partenariat. Donc il faut toujours avoir une idée de ces partenariats dans l'ensemble de ces situations. Nos principaux partenaires pour nos partenariats dans le cadre des conventions santé, sécurité, justice sont les forces de l'ordre, essentiellement la police pour la PHP, mais également la gendarmerie et la justice. Sachant que ces partenariats, tels qu'ils ont été conçus, c'est un socle et que souvent on va plus loin en fonction des besoins, par exemple, avec l'administration pénitentiaire, puisqu'on peut hospitaliser des détenus. Donc on passe donc par des conventions que l'on essaye de rédiger de manière très opérationnelle, c'est-à-dire une partie sur la politique commune, ce que l'on souhaite en temps normal, en temps de crise. Si demain il y a une crise, pas forcément volontaire, un événement grave, quel sera le rôle des forces de l'ordre par rapport aux hôpitaux qui recevront ces victimes. Et donc on essaye d'avoir donc une partie générale et des parties très concrètes en fonction de chaque sujet, quel est le rôle de chacun pour la gestion de la crise. Alors Vincent Ternoir, les incivilités se sont développées alors que les hôpitaux c'était plutôt un sanctuaire, c'était un lieu de paix entre guillemets où on soignait les gens. Comment ça se fait? Comment vous expliquez qu'il y a ces incivilités qui se développent à l'égard notamment du personnel? L'hôpital reçoit la société. Je pense qu'il y a une société qui est quand même un peu plus violente, et en tout cas qui est impatiente dans le cadre des soins qu'elle peut avoir, et de ce qu'elle peut recevoir. Donc forcément, comme l'hôpital est ouvert, l'hôpital reçoit reçoit tous ces gens-là. Donc forcément, il y a une augmentation de la violence. Après, il faut que les personnels se forment justement. D'ailleurs, il n'y a pas que dans les hôpitaux qu'on forme des personnels à la réception du public pour que justement savoir gérer les violences verbales,
voire les violences physiques. Donc il faut que les personnels de santé puissent rentrer aussi dans cette démarche, qui n'est pas une démarche de transformation des personnels soignants en policiers ou en gendarmes. Ça n'aurait pas de sens, le but n'est pas là, mais c'est qu'ils prennent en considération que, de toute façon, les violences intègrent l'hôpital. Donc il faut savoir y répondre. Oui. Et le personnel adhère à ces formations, justement, sur les problèmes de sécurité, où il y a une réticence? Oui, comment ça se passe? Parce qu'ils sont saturés. Ils sont saturés de cette violence, voilà, et ces incivilités qui, je veux dire, telle la goutte d'eau qui vous tombe dessus ou sur la pierre, ça va finir par abîmer la pierre. Bon, de prime abord comme ça, ce n'est pas très violent, mais en fait, au fur et à mesure, ça use. Et effectivement, ça crée des conditions de qualité de vie au travail, puisqu'on en parle beaucoup, qui sont dégradées et qui, en plus, ensuite, peuvent générer une mauvaise qualité des soins. Donc, c'est un triptyque qu'il faut prendre en ligne de compte. Et il y a vraiment une envie des personnels de travailler par rapport à ça, oui. Arnaud Poupart, les incivilités se retrouvent beaucoup, je crois, dans les services d'urgence. C'est un lieu un peu de tension. Voilà. Je crois qu'il y a une expérience qui se déroule à l'hôpital Bichat où on a complètement transformé le mode de fonctionnement des urgences. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ce qui est intéressant aux urgences générales de l'hôpital Bichat, c'est que c'est un projet de soins. Ce n'est pas un projet du conseiller sécurité de la PHP. Je n'étais pas là. Mais c'est à un moment, le chef de service, avec les équipes de direction locale, s'est interrogé sur les causes profondes, les frictions qu'il pouvait y avoir entre les accompagnants, les soignants, les malades. Et puis, ils ont regardé avec courage l'ensemble des points de friction et ils ont travaillé sur le parcours patient, dans le détail, avec une certaine mobilité, avec le confort, avec le retour de l'information. C'est un projet qui est très complet, qui a demandé plusieurs années d'analyse, de travaux, de mise en place, de suivi, parce qu'avec la rotation des personnels, il faut forcément derrière, par rapport au schéma très particulier, il faut forcément reformer l'ensemble des personnels, que chacun tienne sa place, sous l'autorité d'un chef de service qui s'assure que tout le monde est à sa place, pour faire en sorte qu'il y ait une politique de soins qui limite fortement les tensions. Donc par exemple, ils n'ont pas de patients sur un brancard dans un couloir. Comment on fait? Alors même si c'est pas très simple, ça veut dire qu'il y a toujours des box de libre. Donc on est dans le box uniquement pour le soin. Dès que le soin est terminé, on sort du box. Mais ça nécessite que vous ayez des emplacements pour que les personnes qui sont allongées, ou que l'on peut remettre assises, parce qu'une personne, c'est parce qu'elle arrive allongée qu'elle ne peut pas être remise assise une fois qu'elle va un peu mieux. Ça nécessite des... Donc c'est vraiment une pensée complète qui a permis en quelques années de réduire de 2/3 les atteintes aux personnes. Oui, c'est spectaculaire. Tout à fait. Alors Arnaud Martin, je voudrais qu'on parle d'un autre phénomène qui est relativement nouveau, c'est les phénomènes de sabotage. Alors il y a eu un exemple, je crois à Millau, c'est un phénomène qui est nouveau, qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Comment vous expliquez ça, ou quelles sont les mesures qui sont prises sur ce type de malveillance? Alors, la première des mesures, bien évidemment, c'est la surveillance de la part des responsables de la sécurité. Maintenant, des malveillances, il peut y en avoir dans les établissements de santé. Ça peut avoir des conséquences tout à fait funestes compte tenu des patients qui sont soignés. Et donc, il y a bien évidemment des mesures particulières à prendre. Maintenant, ça touche tous les secteurs d'activité. On peut très bien avoir un personnel qui n'est pas satisfait de ses activités ou de la fin d'un contrat qu'il peut avoir avec son entreprise. Donc je dirais que ce n'est pas propre au secteur de la santé. C'est vrai, oui. Et alors il y a un phénomène qui est encore plus nouveau, là, qui date d'1 an, c'est les menaces terroristes qui touchent ou qui peuvent concerner les hôpitaux. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises? Parce qu'a priori, un hôpital, ce n'était pas une cible potentielle. Aujourd'hui, ça peut l'être. Alors, ça peut l'être, et c'est bien pour cette raison que le gouvernement a pris en compte, donc, dans cette approche globale de la sécurité, les problématiques de risque terroriste. L'idée étant que, par rapport à ce qui a pu se passer dans des pays comme le Pakistan ou l'Afghanistan, où il y a eu donc ce qu'on appelle des surattentats, un premier attentat en ville et ensuite un deuxième attentat au moment de l'arrivée de l'afflux massif de victimes dans l'établissement. L'objectif, c'est de demander, dans le cadre de ce plan de sécurisation d'établissement, aux établissements de travailler sur ce volet-là.
Et alors, ça se traduit par quoi? Par des contrôles davantage aux entrées? Alors, bien évidemment, l'objectif, c'est d'avoir des mesures de sécurité complémentaires lorsque l'établissement est mis en alerte. Nous nous sommes inspirés sur certaines bonnes pratiques, notamment dans des pays comme Israël, Oui. qui ont une expérience de longue date de ce type d'attaque. Bien évidemment, tout n'est pas comparable avec Oui, ce c'est qui pas se tout à passe fait la en même Israël. situation. Mais en tout cas, les solutions, et notamment les solutions techniques ou la sensibilisation du personnel de l'établissement, peuvent tout à fait être transposables dans un pays comme le nôtre. Alors, Arnaud Poupart, il y a aussi le recours à des sociétés de sécurité privées. C'est une tendance de fond, ça, un recours de plus en plus important à ces sociétés privées, ou alors c'est assez identique à ce qui se passait auparavant? Alors, là, il y a une grande diversité Oui. des sites hospitaliers sur tout le territoire national. En revanche, avec des situations très différentes, en revanche, la PHP a fait largement le choix de faire appel aux acteurs privés pour assurer la sécurité des hôpitaux. Donc, effectivement, avec le passage à un niveau de Vigipirate plus élevé, nous contrôlons l'ensemble des flux qui rentrent à l'intérieur de nos sites, de nos différents sites. Sachant que pour ça, il faut déjà avoir un site fermé. Oui. Ou fermable. Alors justement, il y a des nouveaux bâtiments qui vont se construire, on en est à la conception de ces bâtiments. Est-ce qu'ils intègrent déjà cette problématique d'attaque terroriste potentielle? Alors, on essaie d'avoir une vision globale des risques, donc ça c'en est un, mais ça nécessite plutôt de voir l'hôpital qui doit fonctionner en situation normale, au quotidien, et en situation de crise. Parce que quand on travaille à l'hôpital, on a toujours deux crises à gérer. On a la crise interne, une inondation qui peut faire dysfonctionner l'hôpital, et on a les crises externes qui créent des blessés, les gens arrivent chez nous. Donc on a toujours, à chaque fois quand il y a une inondation, on a une inondation avec des gens blessés qui peuvent nous arriver, et les propres conséquences sur nos hôpitaux. Donc la conception de l'hôpital, on doit la concevoir en situation normale, c'est-à-dire plutôt ouverte sur la ville. En revanche, il faut qu'on puisse fonctionner en mode fermé. Ça veut dire qu'il faut, en gros, à la fin, construire l'hôpital de manière fermée pour lui permettre de fonctionner ouvert. Parce que si on l'en conçoit ouvert, il ne peut pas fonctionner fermé. Mais quand je dis fonctionner fermé, ça veut dire que les poches de sang doivent continuer à arriver. Oui. Les blessés doivent continuer à arriver en toute sécurité. Donc ce n'est pas fermer nos portes tel un blocos, c'est concevoir pour qu'il fonctionne en mode fermé. Très bien, mais je vous remercie tous les trois, ce sera le mot de la fin et je vous donne rendez-vous pour un autre débat sur un autre sujet tout aussi passionnant. Merci, au revoir.